À 3h17 précises, un appel nocturne déclenche une bascule stratégique que peu d'observateurs imaginaient possible dans un système déjà sous tension. En quelques minutes, sans cri ni menace visible, une mécanique froide prouve qu'un pouvoir discret peut réécrire agenda, procédure et perception simultanément. Que change pour vous ce basculement lorsque Ibrahim Traoré découvre que l'enjeu réel n'est pas la sécurité physique, mais la souveraineté sur le temps, car ce moment ouvre une séquence plus vaste, où résister ne signifie pas frapper, mais reprendre le rythme avant que d'autres l'imposent durablement. Vous êtes sur le point d'entendre une lecture qui compte, non parce qu'elle choque, mais parce qu'elle éclaire un angle que beaucoup évitent par prudence. Vous allez comprendre ce qui se joue réellement et pourquoi cette séquence modifie la manière d'évaluer le pouvoir, la pression et la décision. Et ce n'est pas un récit à écouter distraitement. Si cette analyse est ignorée, le risque est simple, confondre un épisode spectaculaire avec un simple incident et passer à côté de ce qu'il révèle sur la capacité d'un système à être pris de vitesse sans bruit. Ne pas aller plus loin, c'est accepter une lecture superficielle où les gestes visibles masquent les mécanismes invisibles. C'est aussi laisser d'autres récits remplir le vide. Souvent plus confortables, mais moins précis. À l'inverse, rester permet d'identifier les leviers réels, le contrôle du tempo, la capture des routines, l'exploitation des procédures ordinaires. Ce sont ces leviers qui expliquent pourquoi certaines décisions semblent soudaines, pourquoi des structures obéissent sans ordre explicite, et pourquoi la pression la plus efficace n'a pas besoin d'être publique. Comprendre cela donne un avantage rare, savoir reconnaître quand une situation bascule avant que les effets ne deviennent irréversibles. Les premiers éléments confirment rapidement une chose dérangeante. Cet appel n'était ni improvisé ni symbolique. Il s'inscrivait dans une séquence déjà en mouvement, pensée pour produire un effet précis sur le comportement et les décisions d'Ibrahim Traoré. Un détail suffit à ancrer cette réalité. En moins d'une heure, une réunion inexistante apparaît comme confirmée dans un circuit officiel. Ce simple fait marque un basculement, car il montre que l'influence ne passe pas par la menace directe, mais par l'appropriation des mécanismes ordinaires. Pour comprendre pourquoi la situation devient sérieuse, il faut revenir au point de départ. Depuis des mois, le fonctionnement interne repose sur des chaînes de validation réputées fiables, messages routiniers, confirmation automatique, confiance implicite dans les procédures. Ce sont précisément ces habitudes qui deviennent vulnérables lorsque quelqu'un sait les activer sans se montrer. La pression ne monte pas par le bruit, mais par la normalité. Ce qui rend l'épisode critique, c'est la vitesse. La démonstration ne s'étale pas sur des semaines. Elle se déploie dans un créneau de quelques dizaines de minutes. Ce rythme court empêche toute analyse à froid et force des décisions sous contrainte temporelle. À ce stade, l'enjeu n'est plus de savoir qui agit, mais comment l'action se diffuse. Les premiers touchés ne sont pas des figures publiques, mais des maillons intermédiaires. Un agent qui valide un déplacement, un conducteur qui obéit à une consigne apparemment légitime, un collaborateur qui transmet sans douter, chacun agit correctement, selon les règles, et c'est précisément ce qui rend l'ensemble dangereux. La responsabilité se dilue pendant que le système avance. Pour Ibrahim Traoré, la prise de conscience est nette. Il ne s'agit pas d'un test psychologique isolé. Il s'agit d'une tentative de prise de contrôle indirecte, où l'objectif est moins d'imposer un ordre que de rendre l'obéissance automatique. À partir de ce moment, la question centrale n'est plus qui menace. Mais comment rompre un mécanisme qui fonctionne trop bien? À ce stade, la lecture des faits change de nature, car un repère devient nécessaire pour interpréter ce qui se déroule sans s'égarer dans les apparences. Ce rôle n'est pas tenu par un discours public ni par une institution abstraite, mais par une capacité d'observation froide, ancrée dans l'expérience du fonctionnement interne. L'analyse converge vers un même constat. La menace ne vient pas d'un excès de force, mais d'une précision méthodique. Un observateur habitué aux rouages administratifs comprend immédiatement ce que cela implique. Quand une consigne circule sans résistance, ce n'est pas parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle ressemble trop à la routine pour être questionnée. Un premier effet apparaît très tôt. Les acteurs intermédiaires modifient légèrement leur comportement, sans même en avoir conscience. Ils ne se sentent ni contraints ni menacés, seulement pressés d'exécuter correctement. Ce glissement est discret, mais il installe une nouvelle norme. Répondre vite vaut plus que vérifier. Un second impact confirme que l'épisode n'est pas isolé. Dans un autre service, ailleurs dans la chaîne, la même logique opère.
Les décisions s'alignent, les confirmations s'enchaînent, et l'ensemble donne l'illusion d'une coordination légitime. Ce n'est plus une anomalie, c'est un mouvement. C'est ici que la lecture devient décisive, lorsqu'un système commence à fonctionner contre celui qui le dirige, sans confrontation directe. Le problème n'est plus personnel, il est structurel. Et à partir de ce point, chaque minute perdue renforce l'autonomie du mécanisme. Tout bascule alors sur une idée simple, mais lourde de conséquences. Si l'autorité ne reprend pas la maîtrise du rythme, elle risque d'être emportée par sa propre organisation. Tout commence par une rupture presque imperceptible. Une instruction surgit. Elle paraît banale. Elle circule vite. Personne ne la signe vraiment, mais tout le monde l'exécute. Au départ, l'activation est simple. Un message validé sans étonnement. Un créneau ajouté dans un agenda déjà chargé. Un véhicule préparé comme pour une routine ordinaire. Rien ne crie alerte. Rien n'exige de réunion. Le système glisse d'un cran. Puis la cadence s'accélère. Les confirmations s'empilent. Les délais se resserrent. Chaque maillon agit pour ne pas être celui qui retarde. La logique n'est plus la vérification, mais la continuité. Ce qui devait être confirmé devient réel par accumulation. À ce moment précis, la montée en tension est nette. Une action entraîne une autre. Une décision appelle une exécution. Les circuits se referment sur eux-mêmes. Plus personne ne pilote l'ensemble, mais l'ensemble avance. La machine tourne sans centre visible. Les réactions s'élargissent. Un service adapte ses horaires. Un autre anticipe une présence. Un troisième prépare des documents qui n'auraient jamais dû exister. Chacun agit séparément, mais tous convergent. La cohérence apparente masque une perte de contrôle. C'est là que la situation devient critique, car intervenir frontalement créerait un signal. Un signal serait interprété comme une confirmation de la manœuvre. Ne rien faire laisserait la scène se figer en preuve. Le choix n'est plus entre agir ou subir, mais entre deux dommages. L'onde de choc s'installe, des acteurs secondaires se retrouvent exposés. Ils obéissent de bonne foi, ils suivent ce qui ressemble à la procédure. Leur rôle est mineur, mais leur action rend l'ensemble crédible. La responsabilité se fragmente pendant que l'effet se consolide. Pour Ibrahim Traoré, la lecture est brutale. Ce n'est pas une attaque classique, c'est une captation de normalité. Un détournement du quotidien administratif. La pression n'est pas exercée par la force, mais par la continuité. Les conséquences immédiates apparaissent sans bruit. Un rendez-vous qui semble officiel, des documents prêts à circuler, des témoins involontaires. La scène est presque prête, même si le principal intéressé n'y est pas encore. Puis vient le temps des résidus. Ce qui a été enclenché ne disparaît pas instantanément. Les traces demeurent, les logs existent, les habitudes ont été touchées. Le système a appris qu'il pouvait avancer sans ordre clair. À ce stade, l'événement a laissé une marque durable. Il a montré qu'un appareil peut être déplacé sans confrontation, qu'une autorité peut être encerclée par ses propres routines et que le vrai champ de bataille n'est ni public ni spectaculaire. Vous avez maintenant la chronologie, reste à comprendre ce que cette dynamique révèle quand on la met face aux faits mesurables. À ce point du récit, il devient nécessaire de quitter l'impression pour entrer dans la mesure, car c'est là que la dynamique prend tout son poids. Les éléments disponibles montrent que ce type de manœuvre ne repose pas sur l'exception, mais sur des volumes et des rythmes que peu de systèmes sont préparés à absorber lucidement. Le premier indicateur concerne l'ampleur. Dans une organisation centrale, plusieurs dizaines de validations opérationnelles transitent chaque jour par des circuits semi-automatiques. Cela signifie qu'une seule instruction bien placée peut se propager très largement sans jamais être interrogée. Autrement dit, le système est conçu pour aller vite, pas pour douter. Le deuxième indicateur est la vitesse. Entre l'apparition de la consigne et sa matérialisation concrète, le délai se compte en dizaines de minutes. Parfois moins. Cette compression temporelle réduit mécaniquement l'espace de réflexion humaine. Plus le rythme est court, plus l'obéissance devient réflexe. Le troisième indicateur porte sur l'impact humain. Ce ne sont pas les décideurs de sommet qui agissent en premier, mais les exécutants ordinaires, conducteurs, agents de liaison, personnels administratifs appliquent ce qui leur semble conforme. Chacun, pris isolément, agit correctement, mais l'effet cumulé produit une réalité qui n'a jamais été décidée collectivement. Ces trois données, mises ensemble, révèlent une vérité inconfortable. Le pouvoir le plus efficace n'est pas celui qui impose, mais celui qui s'insère dans le flux existant.
Il n'a pas besoin d'augmenter la contrainte, seulement d'exploiter la vitesse et la confiance implicite. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture transforme l'événement en signal d'alarme stratégique. Elle indique que la vulnérabilité principale ne se situe ni dans la sécurité physique ni dans la parole publique, mais dans l'architecture invisible du quotidien. Tant que cette architecture fonctionne sans friction, elle peut être retournée. À partir de là, une question s'impose naturellement. Comment répondre sans briser l'outil et comment ralentir sans paraître hésiter? À ce stade, il serait intellectuellement malhonnête d'ignorer les objections les plus solides formulées par ceux qui minimisent la portée de cet épisode. Elles existent, elles sont cohérentes et elles méritent d'être examinées sans caricature. La première soutient que ce type d'incident relève d'un dysfonctionnement administratif banal. Dans toute organisation complexe, des erreurs de calendrier, des confirmations automatiques ou des malentendus opérationnels apparaissent régulièrement. Selon cette lecture, rien n'indique une manœuvre structurée. Il s'agirait d'une coïncidence amplifiée par le contexte et par une sensibilité accrue au risque. Vu ainsi, l'événement n'exigerait qu'un correctif technique, pas une relecture stratégique. Cette position a une force réelle. Les systèmes modernes produisent parfois des effets non intentionnels, surtout lorsqu'ils privilégient la rapidité. Cependant, elle laisse de côté un élément clé, la synchronisation. Une erreur isolée crée du bruit. Ici, plusieurs signaux convergent dans une fenêtre temporelle extrêmement courte. Cette cohérence temporelle n'est pas impossible par hasard, mais elle devient statistiquement moins plausible lorsqu'elle s'accompagne d'une démonstration de connaissances intimes et ciblées. La seconde objection affirme que la réaction elle-même crée la gravité. En interprétant trop vite un incident comme une menace, on risquerait de transformer une anomalie gérable en crise politique inutile. Dans ce cadre, la meilleure réponse serait la normalisation immédiate, pour éviter toute escalade symbolique. Cette approche met en avant la stabilité et la continuité institutionnelle. Là encore, l'argument est sérieux, mais il néglige un point décisif, l'asymétrie. Si une partie agit dans l'ombre et teste les limites sans s'exposer, l'inaction totale devient un signal exploitable. Elle indique que le système accepte d'être sondé sans réagir. C'est précisément cette lecture qui transforme l'épisode en test de perméabilité. En confrontant ces deux positions aux faits observables, une conclusion s'impose sans dramatisation. Le problème n'est pas de savoir si l'événement est exceptionnel, mais s'il révèle une vulnérabilité répétable. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est donc pas d'avoir raison symboliquement, mais d'éviter que le même schéma puisse être rejoué. C'est dans cet espace, entre prudence et lucidité, que la suite de la séquence prend tout son sens. Tout change à ce moment-là. Ce qui apparaît alors ne rajoute pas un détail de plus, il modifie la lecture entière de la séquence. Le cœur du problème n'est plus l'appel, ni même la manipulation des routines, mais la capacité à imposer un cadre où toute réaction devient prévisible. Autrement dit, l'opération ne cherche pas seulement à tester Ibrahim Traoré, elle cherche à enfermer ses choix dans un éventail étroit, déjà anticipé. Cette bascule est décisive, car une fois le cadre posé, chaque option disponible produit un effet utile à l'adversaire. Obéir crée une trace, refuser crée un soupçon, contester publiquement crée du bruit exploitable, se taire crée un vide que d'autres remplissent. Le piège n'est pas dans l'ordre donné, mais dans l'architecture des conséquences. C'est ici que le sens de la séquence se renverse. L'enjeu n'est plus de déjouer une pression ponctuelle, mais de sortir d'un jeu conçu pour réduire la liberté de manœuvre. Ibrahim Traoré ne fait alors plus face à une menace identifiable, mais à un dispositif qui transforme la normalité en contrainte stratégique. À partir de ce point, continuer à analyser l'événement comme un incident isolé devient insuffisant. Ce qui est en cause, c'est la manière dont des